Les entretiens des patriotes, bonjour à tous. Macron en 20 heures afin de masquer la défaite au sénatorial. Avant de répondre à cette question et traiter de très nombreux sujets d'actualité, je voulais remercier comme il se doit tous ceux qui me permettent de me consacrer essentiellement à la réinformation en me finançant à l'aide de ces merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur André Lelièvre, NF2 et Fernand Costa. Merci à eux du fond du cœur. Et je tenais également à vous remercier pour votre soutien inconditionnel, les pouces levés, la diffusion sur d'autres réseaux sociaux et les indispensables gentils messages. Vous avez été nombreux à me demander de revenir sur la question arménienne. Alors, je n'aime pas prendre le travail des autres. Celui qui l'a très bien traité, c'est notre ami Xavier dans son bulletin numéro 152. Mais il est vrai que la situation est largement due à un changement d'alliance. Vous avez les Azéris qui sont proches de George Soros. Vous avez également le président arménien qui est proche de George Soros. C'est pour cette raison d'ailleurs que l'Arménie a abandonné dans une certaine mesure les Arméniens du Haut-Karabakh. Si vous voulez avoir encore d'autres explications, n'hésitez pas à rejoindre Vue du droit avec l'excellent Régis de Castelnau et Hervé Carès. Je vous mets évidemment le lien dans ma description, c'est véritablement indispensable pour comprendre la situation. Et notamment pour comprendre les mensonges du chef de l'État lorsqu'il évoque la situation arménienne. La France se tiendra du côté du peuple arménien. Le chef de l'État a réitéré son soutien inconditionnel aux Arméniens dans la région du Haut-Karabakh, où les droits des chrétiens et des minorités ont été bafoués. Tout en poursuivant son aide humanitaire et politique, la France veillera notamment sur l'intégrité territoriale de l'Arménie. Je tiens à signaler qu'il n'y a pas de guerre en ce moment entre les Azéris et les Arméniens, alors que la Russie se fait complice de l'Azerbaïdjan. Ça, c'est un mensonge qui est tellement énorme qu'il stupéfait évidemment tous ceux qui connaissent la situation. L'Azerbaïdjan, je vous ai montré, est soutenu par Soros, est soutenu par Van der Leyen. Elle s'est éloignée du centre de Moscou qui avait envoyé des soldats, il ne faut pas l'oublier, pour protéger la minorité arménienne du Haut-Karabakh. Une bouillie diplomatique comme nous en avons l'habitude avec Emmanuel Macron. Et il va enchaîner un nombre de mensonges tout à fait stupéfiants. Il explique par exemple qu'il a augmenté le SMIC bien plus que l'inflation, ce qui fait évidemment réagir Philippe Murer. Deux énormes mensonges. Le SMIC a augmenté plus que l'inflation, le SMIC n'a augmenté que de l'inflation, zéro coup de pouce. Les salaires ont suivi l'inflation, les salariés ont fait 4% de moins que l'inflation, 4% de pouvoir d'achat perdu. Un mensonge, encore un. Et il continue d'enchaîner mensonge après mensonge. Pensez qu'il ose affirmer quand vous avez votre taxe foncière qui augmente, ce n'est pas le gouvernement, c'est votre commune. Oui, Emmanuel Macron, c'est le président qui se moque de nous. Pourquoi ? Parce qu'il a supprimé la taxe d'habitation et que les communes ont donc dû, pour équilibrer leur budget, augmenter la taxe foncière. Et c'est une augmentation de 7% sur le territoire national. Il se vante également de baisses d'impôts. Il n'y a que lui qui les a vues, ces baisses d'impôts, pour une raison simple. François Linglet nous l'avait expliqué, le taux de prélèvement obligatoire est de 45,4%. Le taux le plus haut jamais atteint en France. Et vous avez Emmanuel Macron qui se vante d'avoir baissé les impôts. Il ment comme un arracheur de dents. Mais voilà, lorsqu'on ment autant, on n'a pas beaucoup d'aplomb. Et Emmanuel Macron est confus, il bafouille. On sent qu'il ne croit même pas à ce qu'il dit. Et puis, il faut dire, il est obligé de concéder de lourdes défaites, en tous les cas, et celle d'Elisabeth Borne avec sa vente de l'essence à perte pour la grande distribution. Ça, c'est terminé. Non, ils ont une nouvelle idée, la vente de l'essence à prix coûtant. Est-ce que la grande distribution a été prévenue ? Rien n'est moins sûr. Quant au chèque de 100 € pour les Français, cela semble être un gadget qui n'a même pas été provisionné par le gouvernement. On est véritablement dans le n'importe quoi. Et que dire de l'écologie ? Et c'est Verity qui pointe du doigt la véritable question.
Le carbone se déplace-t-il avec le vent? Avons-nous des frontières étanches au vent des pays voisins? Il faut en effet rappeler que la France est un bon élève en termes d'empreinte carbone. De lui demander de faire des efforts est un non-sens même écologique. Ce sont les Allemands qui sont les mauvais élèves de l'Europe qui doivent faire des efforts. Et ainsi la Chine et l'Inde qui, eux, n'en font pas du tout. Parler de transition énergétique pour la France, cela ne signifie rien. Par contre, sur le plan électoral, cela permet de draguer en quelque sorte les électeurs écolo-bobos des centres-villes. On se rappelle qu'Emmanuel Macron a fermé Fessenheim pour cette raison. Nous en payons encore le prix aujourd'hui. Alors, il annonce une planification écologique. La formulation est intéressante parce que c'est Mélenchon, oui, qui a trouvé la formule. Emmanuel Macron reprend un terme de Mélenchon. Comme je vous le disais il y a un instant, c'est pour draguer ses électeurs verts. Et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Eh bien, des mesures qui pourraient se révéler dramatiques pour de très nombreux Français. J'ai souvent évoqué dans mes précédents entretiens les mesures possibles comme la ville à zéro émission. Et dans ces conditions, ce sont les voitures des classes populaires qui sont dans le collimateur. Vous avez également l'interdiction à la vente de ce qu'ils appellent des passoires thermiques qui seront également possédées par les classes les plus défavorisées. Autrement dit, vous avez cette élite qui voyage tout le temps en avion, qui a une empreinte carbone absolument démente et qui fait payer la note aux classes populaires d'un pays qui n'est pas le plus gros pollueur de la planète. On nage dans un véritable cauchemar. Et que dire des investissements dans l'éolien? Parce que toutes ces mesures qui sont prises ne sont qu'en quelque sorte que des gadgets électoraux, mais ils ont des conséquences dans le futur qu'on ne peut évaluer que lorsqu'ils ont été mis en place. Pensez un petit peu à l'éolien. Les Américains sont en train de se réveiller. Il n'y a plus qu'en France où on est dans le déni de l'effondrement de la filière éolienne. Les énergies renouvelables ont des coûts cachés. Pourquoi il est souvent plus coûteux que ceux que les décideurs politiques envisagent de passer au vert? Il faut en effet rappeler que l'Allemagne a dû réouvrir en catastrophe des centrales à charbon parce qu'elle a investi dans l'éolien. Pendant qu'Emmanuel Macron prend ses mesures contre le peuple français, il distribue l'argent de nos impôts aux quatre coins du monde. Encore une fois, il fait une promesse coûteuse. La France va verser 150 millions au Fonds international de développement agricole, montant record pour un État, annonce Emmanuel Macron. C'est un fonds qui est censé lutter contre la pauvreté. Il semble que ce fonds serait plus utile en France où la pauvreté, en effet, se développe à vitesse grand V sous le mandat d'Emmanuel Macron. Et puis, Emmanuel Macron a évoqué la crise des migrants. Alors, il faut revenir un petit peu en arrière. C'était en 92. Il y avait le traité de Maastricht qui allait être voté. J'étais un jeune étudiant et je soutenais Philippe Séguin et Philippe de Villiers. Quand Philippe de Villiers était traité de menteur par Jacques Lang et Alain Juppé, vous imaginez ces deux contradicteurs quand même, parce qu'il affirmait qu'avec Maastricht, l'immigration ne serait plus contrôlée. On sait désormais qui sont les escrocs et les menteurs. Je vous mets l'extrait dans ma description, il faut le regarder. Comment ils ont trompé les Français en 1992. Ils vous avaient promis l'abondance, ils vous avaient promis la sécurité, vous n'avez ni l'abondance ni la sécurité. Au contraire, ils sont en train de vous demander l'argent de vos impôts pour accueillir davantage de migrants. Comme ça, nos zones rurales savent ce qui les attend. L'État crée une brochure pour favoriser l'intégration des personnes réfugiées dans les zones rurales. Et lorsque les deux larbins journalistes posent la question migratoire au chef de l'État, eh bien il se réfugie dans le en même temps. Il faut accueillir les migrants, être bon comme le pape, et on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Emmanuel Macron se réfugie donc dans la phrase de Rocard qui date des années 90. Mais la réalité, elle est tout autre. Nous la connaissons sur cette chaîne. Il y a des directives européennes, il y a l'espace Schengen. Emmanuel Macron est obligé donc, comme le prouve la vignette que je vous ai montrée, d'accueillir les migrants. Autrement dit, il trompe encore une fois les Français sur cette question. Alors, que retenir de l'interview télévisée d'Emmanuel Macron? Bien, pas grand-chose, que ce soit au niveau du pouvoir d'achat, de l'immigration ou du Niger. Emmanuel Macron n'a fait que mentir aux Français.
Il faudrait peut-être s'attarder sur le Niger, c'est ce que fait par ailleurs François Asselineau. Pchit, Macron annonce à la télé que la France a décidé de ramener cette semaine son ambassadeur au Niger et plusieurs diplomates. Ils rentreront en France dans les prochaines heures. Macron est donc contraint d'avaler son chapeau. François Asselineau avait raison. Il faut également rappeler qu'Emmanuel Macron, avec son toupet tout à fait exceptionnel, avait affirmé que l'ambassadeur de France au Niger était pris en otage. Nous voyons bien que ce n'était qu'un mensonge du chef de l'État. Alors que retenir de cette interview télévisée? Eh bien que nous avons un chef d'État qui ne contrôle plus rien. Et c'est d'ailleurs écrit dans les éditos de la presse mainstream. Ils sont inquiets. Et ils ont raison d'être inquiets parce que les Français rejettent la personnalité d'Emmanuel Macron. 71% des Français se disent mécontents d'Emmanuel Macron selon un sondage. Mais je n'ai toujours pas répondu à la question de ce début d'entretien. Pourquoi Emmanuel Macron a-t-il dépensé autant d'énergie cette semaine? Pensez, le dîner avec Charles III, la messe avec le pape, eh bien, c'est tout simplement pour cacher le résultat des sénatoriales. Il n'y a pas que les Français qui rejettent Emmanuel Macron, il y a également les élus. Et le contraire eût été étonnant. Vous avez des maires qui font face à l'augmentation de la délinquance, vous avez des maires qui doivent gérer leur commune sans la taxe d'habitation, donc ils sont obligés de mécontenter leurs administrés en augmentant la taxe foncière, et ils doivent en plus accueillir les migrants. Je pense que la coupe est pleine, et cela s'est traduit évidemment par la défaite des sénateurs macronistes, comme la secrétaire d'État Sonia Backès, battue en Nouvelle-Calédonie par un indépendantiste. Mais c'est également Julien Bargeton, le sénateur porte-parole de Renaissance, qui a été battu. Alors, quand on lit son message, il a quelque chose d'ironique. Je remercie les grands électeurs pour leur confiance. Je suis déçu de ne pas être élu, car nous avons mené une très belle campagne à l'image de notre majorité. 171 voix, c'est un bon score qui malheureusement ne suffit pas. Je suis fidèle à Paris et je le resterai à l'avenir. C'est un bon score. Allez, on va regarder le score exact de Bargeton qui ment comme son président de la République. La majorité présidentielle a fait 6,03 des grands électeurs. C'est une véritable raclée sur Paris. Mais il n'y a pas que les candidats de la Macronie qui ont passé une sale soirée hier, il y a également les candidats de la France Insoumise. Aucun candidat à la France Insoumise n'a été élu à ces sénatoriales 2023. Après le score des législatives 2022, on aurait attendu quelques sénateurs, mais leur funeste ligne anti-républicaine a conclu au rejet de leur confiance. Est-ce la fin de la politique d'extrême gauche dans notre pays? La question mérite d'être posée parce que ce fut vraiment un rejet massif. Ce sont les socialistes qui ont empoché la mise à gauche. Qui sont les réels gagnants de cette soirée? Certainement le Rassemblement national, qui espérait peut-être un élu et qui en a 3. 3 sénateurs Rassemblement national élus dans le Pas-de-Calais, le Nord et en Seine-et-Marne. C'est non seulement extraordinaire, mais c'est historique dans une élection où seuls les grands électeurs votent. Je rappelle les sénateurs, les députés, les maires, les conseillers municipaux. De très bon augure avant les élections européennes. Bravo à nos 3 candidats élus à leurs équipes. Le Sénat n'est pas modifié dans sa majorité puisque c'est toujours la droite, LR et le centre qui dirigeront cette grande assemblée. Juste pour l'anecdote, le président de la République hier ne savait pas que les élections sénatoriales concernaient la moitié des sénateurs. Il a parlé d'un tiers. Il n'est même pas au courant des modifications électorales. On va terminer ce journal par quelque chose d'assez gênant. En effet, Zelensky est allé au Canada et là, le monde entier est stupéfait. Extension du domaine de la folie occidentale. Le Parlement canadien acclame le vétéran Jaroslav Gunka, 98 ans, pour avoir combattu avec les nazis au sein de la 14e division Waffen-SS pendant la Deuxième Guerre mondiale. Message envoyé à tous ces jeunes Canadiens tombés dans la lutte pour la libération de l'Europe du nazisme. Vous êtes morts pour rien, vous étiez du mauvais côté. Et pourquoi l'ont-ils acclamé? Parce qu'il était ukrainien. Il y a quelque chose d'absolument révoltant dans cette nouvelle.
Si vous avez aimé ce journal, n'hésitez pas à le soutenir, à le diffuser et je vous souhaite une excellente journée. À bientôt, au revoir.